Lorsqu'il a ouvert la porte de sa chambre et qu'il a vu sa femme dans les bras de son meilleur ami, quelque chose s'est brisé en lui pour toujours. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il s'est simplement tourné, a refermé la porte. Et à partir de ce moment, il a commencé à préparer une vengeance que personne n'oublierait. Il s'appelait Ousmane. Il était respecté dans tout le quartier de Lafiabougou à Bamako. Travailleur, discret, toujours prêt à aider les autres lors des cérémonies de baptême ou de mariage, cet homme avait tout pour être heureux. Une femme belle comme un rêve, Fatoumata, et un ami fidèle, Seydou, qui l'appelait Koro, grand frère, depuis l'enfance à ses goûts. Aux yeux des voisins et des Diatigui, hôtes, ils formaient un trio parfait. Le mari sérieux, la femme souriante et le meilleur ami toujours présent dans la cour de la maison. Personne ne pouvait imaginer que c'est justement entre ces trois-là que la plus grande trahison allait naître. Tout a commencé par de petits détails, des choses que l'on voit mais qu'on préfère ignorer. Un jour, Ousmane est rentré de son commerce au grand marché de Dabanani plus tôt que prévu. Seydou était seul sous la patame, nerveux, et Fatoumata avait disparu pour réapparaître quelques minutes plus tard par la porte de derrière, arrangeant son pagne de basin sans aucune explication claire. Une autre fois, il l'a surprise au téléphone, riant comme il ne l'entendait plus rire avec lui. À chaque fois qu'il entrait dans la pièce, elle raccrochait brusquement et changeait de sujet, prétextant parler à une cousine de Cathy. Son cœur commençait à se poser des questions, mais sa tête refusait de croire que ceux qu'il aimait le plus, selon les valeurs du Maya, humanisme Bambara, pouvaient le trahir. Ce jour-là, il pleuvait abondamment sur Bamako, une vraie pluie d'hivernage. Il devait voyager pour le travail vers Sikasso, mais le voyage a été annulé au dernier moment. Il a décidé de rentrer chez lui en moto Jakarta, sans prévenir, pensant faire une belle surprise à sa femme. En arrivant devant la concession, le grand portail métallique était fermé, mais il entendait des bruits étouffés à l'intérieur. Ce n'était ni la télévision diffusant l'ORTM, ni des bruits de pilons dans la cuisine. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Il a avancé dans le couloir jusqu'à la porte de la chambre légèrement entr'ouverte. Ce qu'il a vu ce jour-là a détruit quelque chose en lui pour toujours. Après ce qu'il avait vu, il n'est pas resté dans la maison. Il n'a frappé personne, il n'a insulté personne. Il a juste disparu. Pendant plusieurs jours, il a dormi sur des nattes dans des chambres qui n'étaient pas les siennes, chez des cousins à Bakodjikoroni, qui, par respect, ne posaient pas trop de questions. Fatoumata appelait, envoyait des messages sur WhatsApp, suppliait qu'il revienne. Seydou aussi cherchait à le joindre, jurant sur le Coran qu'il pouvait s'expliquer. Mais Ousmane ne voulait plus d'explications. Il avait déjà vu tout ce qu'il devait voir. Dans ce silence au fond de sa douleur, une idée sombre a commencé à naître. Vous m'avez brisé en silence. Je vais vous détruire en silence, au nom de ma dignité de Horon, homme noble. Puis un jour, il a décidé de rentrer. Quand elle l'a vu franchir la porte, elle s'est jetée à ses pieds en larmes, s'agrippant à son boubou, promettant que ça ne se reproduirait plus jamais. Elle parlait d'erreur, de faiblesse, de l'œuvre du Chétan, le diable. Il l'a laissé parler. Puis calmement, il lui a dit qu'il voulait tourner la page à une seule condition, que personne dans leur famille ne sache jamais ce qui s'était passé. Elle a accepté, soulagée. Avec Seydou, il a aussi joué le rôle de l'homme pieux qui pardonne. Il l'a rencontré autour d'un verre de thé, à Taï, et lui a dit qu'il devait avancer, qu'il ne voulait plus revenir sur cette histoire, mais qu'il faudrait juste prendre un peu de distance avec la maison. Tout le monde a cru à ce prétendu pardon, mais dans son cœur, Ousmane venait seulement de commencer à mettre son plan en place. Il connaissait leurs faiblesses. Elle aimait l'or, les beaux basins riches de Getzner, et brillait dans les mariages, Soumou. Lui, Seydou, cherchait depuis toujours une occasion de devenir riche rapidement, pour rouler en grosse voiture sans trop d'efforts. Alors il a commencé par celui qu'il appelait autrefois frère. Il a parlé à Seydou d'une opportunité, d'un oncle commerçant à Mopti prêt à investir dans l'import-export, un petit commerce très rentable qui ne demandait qu'un gérant de confiance. Il a dit « Seydou, je t'ai proposé malgré tout ce qui s'est passé. Je veux t'aider à te relever. » Aveuglé par la culpabilité et par l'appât du gain, Seydou a tout accepté sans poser de questions. Des papiers ont été préparés chez un notaire, des signatures ont été posées, d'importantes sommes d'argent ont été versées. Ce que l'ami traître ne savait pas, c'est qu'en signant ces contrats sans les lire, il prenait sur lui une dette lourde, une responsabilité juridique qui n'était pas la sienne,
Quand les gros créanciers sont arrivés quelques mois plus tard, tout est tombé sur lui. Et Ousmane, qui avait organisé ce montage, avait déjà disparu des papiers officiels. Pendant que son ancien ami s'enfonçait dans la ruine et les convocations au commissariat, Ousmane a changé de stratégie à la maison. Il n'élevait plus la voix, il ne posait presque plus de questions. Il rentrait tard, parlait peu, mais il a commencé à couvrir sa femme de cadeaux. Nouveau smartphone, basin brodé, des parures, un peu plus d'argent pour ses tontines. Elle ne comprenait pas vraiment, mais elle en profitait. Un soir, il est allé encore plus loin. Il lui a proposé d'ouvrir une petite boutique de produits cosmétiques à son nom au marché de Médine, pour qu'elle soit une femme indépendante, comme il a dit. Il lui a parlé d'un compte bancaire réservé à ce projet où il déposerait l'argent pour démarrer l'activité. Il a ouvert le compte, y a mis plusieurs millions de francs CFA et lui a donné la carte bancaire. Il lui a dit « Fatoumata, tu es ma femme, je te fais confiance. Utilise cette carte seulement pour les travaux de la boutique. » Elle a hoché la tête, le cœur déjà rempli de projets, mais aussi de tentations. Au début, elle a respecté les règles. Puis un jour, elle a retiré un peu d'argent pour s'acheter de nouvelles chaussures pour un baptême. Elle s'est dit « Ce n'est pas grave, je remettrai l'argent plus tard. » Puis elle a recommencé. Quelques billets à un guichet ici, quelques billets là, sans savoir que chaque retrait laissait une trace bancaire précise. Quand elle a appris que Seydou était ruiné et risquait la prison, elle a commencé à le voir en cachette. Elle lui donnait de l'argent morceau par morceau, en pensant le sauver. Avec l'argent de son propre mari, elle croyait faire ça discrètement. Elle ne savait pas qu'elle tombait exactement dans le piège. De son côté, Ousmane ne disait rien. Il regardait seulement les relevés du compte sur son application mobile. Chaque retrait, chaque somme, chaque date. Et plus il observait, plus son cœur se durcissait. Il ne préparait pas seulement une vengeance, il préparait aussi sa sortie définitive, dans le pur respect de la tradition, où l'honneur lavé doit se faire devant les anciens. Quand il a estimé qu'il en avait assez vu, il a décidé que ce jeu devait prendre fin. Mais il ne voulait pas régler ça entre quatre murs. Il voulait que la vérité éclate devant témoins, selon la coutume. Alors, un vendredi soir, après la prière, il a invité la famille de sa femme et quelques anciens, les Nyamakala et les sages du quartier, à venir s'asseoir dans sa cour. Ce soir-là, la concession était pleine. Les parents de Fatoumata étaient là, ses grands frères, sa tante paternelle, l'Anne Tenet, qui parlait toujours beaucoup, et le chef de quartier, connu pour sa grande sagesse. Fatoumata, assise sur une petite chaise basse sur le côté, ne comprenait pas vraiment ce qui se préparait. Ousmane s'est levé, a ajusté son grand boubou, a pris une chemise cartonnée et a parlé d'une voix posée, empreinte de respect pour les aînés. « Je vous ai invités aujourd'hui, pères et mères, parce que je ne veux pas que cette histoire reste entre nous deux. Voici les relevés officiels d'un compte que j'ai ouvert pour financer une boutique au nom de ma femme. » Puis il a commencé à lire les montants, les dates et les retraits. Il a expliqué comment l'argent devait servir à lancer leur projet familial. Puis il a montré comment des millions avaient disparu petit à petit sans qu'aucune marchandise ne soit jamais achetée. Les yeux des anciens se sont tournés vers Fatoumata. Elle baissait la tête, ne trouvant plus les mots. Puis, comme si ce n'était pas assez, Ousmane a sorti son téléphone. Il a montré au frère de Fatoumata une vidéo prise par un détective privé où on la voyait dans une ruelle de Djikoroni-Para, glissant des liasses de billets dans la main de Seydou, l'enlaçant comme on n'enlace pas un simple ami de la famille. Dans la cour, plus personne ne parlait. Le silence était lourd, étouffant. Alors seulement, Ousmane a parlé de ce jour de grande pluie, du voyage annulé vers Sikasso, de la porte de la chambre laissée entr'ouverte et de l'abomination qu'il avait vue avec ses propres yeux sous son propre toit. Il n'avait pas besoin de montrer d'autres images. Sa voix, la douleur dans son regard et son silence digne suffisaient à convaincre l'assemblée. La mère de Fatoumata a fondu en larmes, cachant son visage dans son pagne, ne comprenant pas comment sa propre fille avait pu salir l'honneur de la famille à ce point. Les grands frères, d'habitude si fiers et prompts à s'énerver, regardèrent le sol avec honte. Personne ne pouvait défendre l'indéfendable. Ousmane n'a jamais crié. Il a juste dit calmement aux anciens « Je ne vais pas la frapper. Je ne vais pas l'insulter car c'est la fille de quelqu'un. Mais à partir d'aujourd'hui, devant Dieu et devant vous, ce mariage est terminé. »
qu'elle prenne ses affaires ce soir même et qu'elle retourne dans sa famille. Personne, ce soir-là, n'a trouvé les mots pour lui dire qu'il avait tort. Le jugement des anciens fut silencieux, mais unanime. L'honneur d'Ousmane était intact. Ce soir-là, Fatoumata est sortie de la concession familiale avec une simple valise. Pas de boutique, pas de compte bancaire, pas de mari respecté. Juste la honte, le malot, sur le dos. La pire des punitions dans la société Bambara. L'autre homme, Seydou, celui qu'elle croyait sauvé, avait déjà tout perdu entre les mains des créanciers et de la justice. Sa maison, ses biens et son respect. Tout s'était envolé à cause de quelques signatures qu'il n'avait même pas pris le temps de lire, aveuglé par la cupidité. Ousmane n'a pas dansé sur leur malheur. Il n'était pas heureux. On ne sort pas indemne d'une trahison pareille. Mais il avait récupéré la chose la plus importante pour un homme, sa dignité. La confiance, c'est comme une calebasse. Quand elle se casse, tu peux essayer de la recoudre avec du fil, mais l'eau finira toujours par fuir par les fissures. Quand tu trahis quelqu'un qui t'a tout donné, ne sois pas surpris si sa vengeance ne vient pas avec des cris et des coups de poing, mais avec le silence, la patience et une leçon que tu n'oublieras jamais. Et toi, à la place d'Ousmane, qu'est-ce que tu aurais fait? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine histoire.